Claude François, bonjour. Je crois qu'il est inutile de vous présenter. Voilà 15 ans que vous pavoisez au sommet des hit parades, à croire qu'ils ont été créés pour vous et pour vos chansons. Voilà 15 ans aussi que vous avez créé une religion dont vous êtes un petit peu le dieu du rythme et de la gaieté, et ça c'est une de vos fans qui me l'écrivait il y a 3 jours, et dont les évangiles sont des chansons qui sont pour certains des paroles qui sont pour certaines accessibles au grand public et pour d'autres complètement insipides. Adulé par beaucoup, jalousé par d'autres et haï encore par beaucoup d'autres, tout le monde admire en vous en tout cas vos talents de vrais professionnels. Sans oublier que vous êtes aussi un PDG, maison de disques, magazine pour jeunes, agence de mannequins et maintenant un parfum. Tout cela, dites-vous, Claude François, pour devenir libre. Mais Claude François, est-ce que vous êtes maintenant vraiment libre ou est-ce que vous n'êtes pas un petit peu l'esclave d'une image que vous avez voulu créer de vous? Non, je suis d'autant plus esclave actuellement que j'espère, en tout cas, en devenir d'autant plus libre par la suite. C'est-à-dire, pour le moment, je me suis organisé une espèce de prison pour pouvoir m'en extraire et la contrôler par la suite. Pas la prison, mais la liberté. Claude François, angoissé, vous l'êtes, par vous-même d'abord, et nous verrons tout à l'heure si vous correspondez à l'idéal de ce que vous voulez être plus tard. Vous êtes angoissé par la mort, la vôtre, et puis celle de votre père, avec lequel vous affirmez comme Béline avec son fils avoir être en contact permanent, cette troisième oreille qui est le dialogue de l'après-vie. Vous êtes angoissé par la maladie aussi, et c'est pour ça que vous avez demandé à Christiane Delabigne d'être présente sur ce plateau, angoissé par la maladie et le cancer. Non, oui, j'allais dire la maladie incurable, la maladie en général, bon, dans la mesure où on la soigne, ça va, mais cette espèce de maladie incontrôlée par l'être humain, c'est insupportable. Je veux dire, le principe de la maladie en général, ça aurait pu être une autre maladie, je trouve que c'est le cancer. Vous êtes angoissé par l'exemple, Claude François aussi, et l'exorcisme, une de vos principales angoisses depuis que vous avez vu le film L'Exorciste. Oui, j'avoue que j'ai été élevé par des frères bretons, des frères de Pleuhermel, et que j'avoue que j'ai jamais pensé spécialement au diable. Si, c'était le mal. Tout ce qui était pas bien, c'était le diable. Bon, c'était une espèce de symbole X et Y absolument indéterminé dans mon subconscient. C'était ce qu'il fallait pas faire, ou en tout cas c'est la punition à venir. Bref, ça n'était pas quelque chose de réel. Et ce film que je trouve épouvantable, en plus, j'ai été le voir, je me demande pourquoi, puis j'ai pas pu m'en extraire jusqu'au bout, faisait rire mes voisines, mes voisins, et moi m'a traumatisé. Puis on y reviendra tout à l'heure avec l'abbé René Berthier qui essaiera de répondre à vos interrogations dans ce domaine. Et puis Curien, Claude François, vous l'êtes aussi, vous mangez peu, mais vous buvez de très bons vins, et particulièrement ceux de Bordeaux, et vous vous dites connaisseur. Alors un petit test tout à l'heure avec monsieur Tari essaiera de mettre à l'épreuve vos talents d'œnologue. Enfin, vous êtes fasciné par les États-Unis, mais je tiens à préciser que c'est un Européen, un Espagnol que vous avez demandé de venir chanter ici dans cette émission. Il s'agit de Julio Iglesias, qui est à l'affiche à Paris à partir du 1er décembre. Il y aura aussi Moni Spring et Bruno. Et surtout, Claude François, dès que vous le pouvez, vous ne manquez pas de rappeler vos origines. Elles se situaient sur les bords du canal de Suez jusqu'en 1953, et c'est par là, tout à l'heure, que nous commencerons cette émission, si vous le voulez bien, avec le frère Alain et le frère Gustave, et volontairement je les appelle comme ils s'appelaient à l'époque, qui ont été vos professeurs il y a déjà plus de 20 ans. Ouais. Mais pour l'instant, je pense qu'il est exactement 16 heures et qu'on peut retrouver le flash. Ça sent ces choses-là. Tu vois, quand tu as terminé ton accord, tu tiens et un geste de repli. C'est déjà remarqué un chef d'orchestre, comment il fait? Il donne un accord, il fait une levée et il arrête le son. Toujours. Il faut ressentir ça quand vous êtes Ah oui, il fait des gestes, après et quand il arrête, c'est que la musique doit arrêter. Il fait comme ça quand il arrête. Il vaut mieux que la musique s'arrête en même temps qu'il arrête. Parce que si la musique s'arrête après qu'il ait arrêté, il les engage. Il faut douce, il y a une levée, attention, on arrête. Alors là, vous étiez... La levée pour vous était vers le bas, vous avez fait un accord et vous êtes arrêté. Vous avez fait d'instinct là, c'était bien? Oui, mais moi j'ai des feux pour le faire en même temps. Ouais, toi t'es plus fort encore, hein. Ne bouge pas, hein, t'as pas peur là, attends. Ne bouge pas, Coco.
T'as vu que c'est pas compliqué quand même? Avant, il mordait parce qu'il avait peur, mais il ne mord que pour se défendre. Il ne mord jamais pour être méchant. T'as vu ce qu'il faut faire là, hein? Alors, paresseux, de temps en temps, tu viens le faire à ma place. Je crois que je serai le seul à le faire. T'as remarqué que moi, je suis debout. Je travaille, toi, t'es assis, tu t'amuses. Ah, la vie. Viens. C'est uniquement là que je me détends vraiment, enfin que je suis vraiment moi-même. D'abord parce que je suis assez sauvage de nature et dans le moulin je suis tranquille, il n'y a personne, ou que les gens que j'aime bien. Même quand il m'arrive très très rarement de partir malgré moi en vacances, j'aime pas ça. Les garçons qui me ramènent le petit déjeuner dans la chambre en passant par le plagiste en face, je ne suis pas chez moi. Je ne me sens vraiment chez moi dans mon origine égypto-familiale qu'au moulin. Je suis très artiste et donc je suis très sensible à des détails. Une belle maison toute neuve, impeccable, j'aurais été très malheureux dedans. J'aime bien les vieilles choses parce qu'elles me font rêver, même si je suis mal assis dans un fauteuil. Parce que souvent les gens disent quand même un fauteuil qui coûte une fortune, on est mal assis dedans. Je dirais peut-être mal assis, mais ça me fait rêver de savoir que ce fauteuil a tant d'années. Que je n'entende pas, Coco, quand on me dit que tu n'as pas eu envie d'aller chez le professeur de piano. Je suis amoureux de l'aventure de la vie. De la vie elle-même, je ne me rends pas compte. J'ai une angoisse absolue de mourir, bien sûr. Pas la mort, la souffrance ou n'importe quoi. Le fait de disparaître, le fait d'arrêter, ça m'angoisse. Alors je vis avidement cette aventure. Je suis en studio tout le temps, je rentre de studio, je vais au restaurant, du restaurant je rentre chez moi, je travaille jusqu'à 7-8 heures du matin, je me couche, j'ai vécu comme ça toute ma vie, je me couche tard, je me lève quand les autres vont se coucher, et je me couche quand les autres se lèvent, ça a toujours été comme ça. Le bras de ton père. Regarde, le boulot, en général, ils s'en servent dans un sauna, les Finlandais et les Russes. Je préfère, en général, gérer ma vie comme j'ai pu organiser la dégustation d'une tarte quand j'étais petit. Je regardais la tarte arriver, d'abord je la regardais bien, puis je la humais, et après je découpais tout le tour de la tarte qui n'était pas très agréable, qui n'était pas très sucré, enfin où il n'y avait pas la confiture, ou le chocolat, tout ça qui se trouve au milieu. Je mangeais ce côté aride, et je mangeais en allant vers le centre. Je découpais au fur et à mesure vers le centre, parce qu'au centre, en général, c'est là que c'est concentré. Là, j'ai mangé le tour de ma tarte, et je suis en train de manger un peu plus agréablement l'intérieur de la tarte, et j'espère dans quelques années me retirer. Dieu seul sait où, j'ai une île déserte, ça sera peut-être un appartement dans Dieu seul sait quel pays, ou sûrement en France, ou Dieu seul sait quel coin. Et ce jour-là, je dégusterai le centre de la tarte, en fait. Et enfin, j'aurai organisé tous les sacrifices possibles et concentré ces sacrifices pour profiter de ça à ce moment-là. François, est-ce que vous avez des vrais amis? Je ne sais pas si c'est ma lucidité ou mon drame, mais je ne pense pas en avoir du tout. Pas du tout? Même pas un? Non, même pas. Je ne pense pas en avoir eu un, même quand j'étais petit, quand j'étais à l'école. Enfin, je veux dire, avec un recul quelconque. Je dis pas ça d'une façon amère du tout, je dis ça avec une forme de condescendance et même, je veux dire, de nostalgie en me disant, bon, mais c'est comme ça sera comme ça. Je regarde ça d'une façon très philosophe. Je dis, on ne peut pas avoir d'amis, on n'aura pas d'amis, donc c'est comme ça, il faut... j'ai cru en avoir, donc quand j'étais petit, pourquoi? Je réfléchis, et bah oui, puisque la société était équilibrée, que l'argent n'était pas un problème, donc on peut avoir des amis dans ces conditions, donc pour moi c'est pas de l'amitié, donc il n'y a pas d'amis. Et ici, c'est encore pire ici. Ah, et ceux et celles qui sont là chez vous pendant les week-ends, ce sont des copains, c'est des patates... Je vais dire, je vais presque être horrible, mais ils ont autant, c'est horrible à dire, davantage que moi j'en ai. Il m'arrive quelquefois d'être amoureux de personne, mais d'être amoureux. C'est incroyable quand même. Je me lève et puis pendant quelques jours, quelquefois quelques semaines, voire quelques mois, je suis amoureux de personne. Et quelquefois, toute cette espèce de soudain amour qui apparaît comme par enchantement, je le reporte sur quelqu'un, effectivement. Je tombe amoureux sur quelqu'un qui, pas méchamment dit, mais d'une façon réelle, ne mérite pas cet amour, mais qui le récupère soudainement. Et pendant cette période-là, c'est là où je compose mes chansons. C'est pour ça qu'on me dit souvent, tu devrais en composer plus et plus souvent. Je dis, je ne peux pas, parce qu'il y a des périodes où je suis en mutation, où je suis en état de changer de peau, de rentrer dans un nouveau personnage,
toujours le même d'ailleurs, puisque c'est un personnage qui est amoureux, mais pas un amour d'une femme, amoureux de quelque chose dans l'absolu, une espèce de... On se sent pas très bien, on a un peu mal au ventre, on est un peu tiède, on est fébrile. Cette période est assez fantastique. Je la déteste et je l'aime en même temps. La seule chose que je regrette dans ma carrière, c'est la notoriété, c'est que les gens me regardent. J'ai peur que ça me fausse. Je ne dis pas que j'en sois mécontent, je comprends ça, je ne me plains pas. Quelquefois c'est très pénible, je peux m'en plaindre, mais je ne le pense pas, je ne le ressens pas. J'ai chanté pour séduire, et la seule chose qui me plaise, c'est de faire plaisir, de rendre heureux, de séduire, de passionner, de déchaîner. C'est la seule chose qui me fasse plaisir. Tout le reste, vraiment tout le reste, c'est des détails pour moi. Claude François, musique sinistre, vous disiez pour cette fin, c'est qu'elle ne correspond pas du tout à ce que vous attendiez. Non, mais si on a mis la musique sinistre sur la conclusion que j'ai pu émettre, je trouve que c'est en tout cas pas dans mon esprit. Enfin, quand j'ai eu cette conclusion, elle était... D'abord, il y avait le côté fatalité de la chose. J'ai été élevé dans une ambiance orientale, donc les orientaux sont fatalistes en général. Et puis, je veux dire, je regarde les choses comme elles sont, et puis j'essaie d'en tirer, avec une forme d'optimisme organisé, j'essaie d'en tirer un symbole type, les choses sont comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de quoi être... il ne faut pas se lamenter, ça ne sert à rien. Je crois que Bernard Soulier a avant tout voulu mettre une musique belle. Ah, je l'ai ressenti comme sinistre. Bien, on va commencer, comme je le disais tout à l'heure, par l'enfance. Oui. Vous rappelez le maximum de fois que vous êtes né en Égypte, que vous avez eu une enfance égyptienne à Ismaïlia, et nous avons voulu, nous, pour une fois vous faire plaisir, nous avons retrouvé deux frères qui ont été vos professeurs à Ismaïlia entre 1949 et 1953, frère Gustave et frère Alain, qui depuis d'ailleurs ont changé de nom, je tiens à le préciser. Vous êtes revenu à votre nom civil, frère Paul Thiriot, frère Alain. Vous avez conservé votre prénom, mais vous avez rajouté votre nom de famille. Il n'y a pas que dans le show business qu'on change de nom. Hein. Voilà. Alors moi je voudrais demander à frère Gustave ou à frère Alain, quelle image ils avaient de Claude François à l'époque, en 1949-1953? Était-il un enfant turbulent? Était-il un enfant sage? Parce que les photos que l'on a de cette époque-là, et qu'on va peut-être pouvoir voir maintenant, après avoir vu d'ailleurs des photos du collège, c'est des photos d'un enfant sage. Moi je garde ce souvenir, oui. Et je pense que le frère Gustave... Vous allez avoir à vous confesser, à frère ce Alain. moment-là, plus avec les enfants. Moi, comme j'étais supérieur de l'école, directeur, Oui. et j'avais des cours dans les classes supérieures un peu, tandis que le frère Gustave l'a eu davantage en classe même. C'est vrai que frère Alain, il ne pouvait nous voir que sage. On avait trois frères de frère Alain, c'était le directeur. Alors, dès qu'on l'apercevait, tout le monde était sage. Vous avez bien votre grande barbe, est-ce qu'on avait peur de la grande barbe de Ah frère oui, Alain? oui, Elle était noire. Non, mais il avait la fameuse grosse voix, la voix de baryton dans les chœurs à l'église, surtout. Oui, oui, Ça, je m'en oui. souviens, c'est la fameuse voix, le baryton de base, la fondamentale. Quel souvenir, Claude François, d'Ismaïlia, avec frère Gustave? On voit d'ailleurs des photos derrière nous, des photos du collège. Ah, c'est le nouveau Je ne sais pas si collège. ça vous rappelle des choses. Je le vois pas très bien, j'avoue. Oui, je ne sais pas si vous pourrez peut-être les montrer Collège de l'Estève, dans un c'est cadre. comme une Ah, le collège de nouvelle- l'Estève, je m'en souviens. Alors, Une c'était près nouvelle- des villas, alors. Oui, Ouais, je m'en souviens. l'autre sur la place C'était le beau Montpellier. collège. Moi, j'ai commencé à l'ancien collège, tout en Oui, bois. oui, oui, oui. Je m'en souviens. Qui devenait très petit parce que les élèves augmentaient tellement Eh oui. qu'il a fallu prendre deux Ça, villages. par contre, c'est le club de football d'Ismaïlia. je m'en Oui. souviens. Oui. Vous voyez beaucoup au football? Oui, Ah oui, oui, Claude j'adore aimait le sport. beaucoup le sport, hein. Surtout le volley quand même. Au volley, enfin au filet, c'était très bien, hein, et certainement très bon joueur. Alors moi je voulais quand même très rapidement qu'on ôte un doute. Claude François, tout à l'heure vous aviez dit tout le monde imagine que je ne donne pas mon vrai âge. Alors moi je voudrais demander à quelle époque exactement Claude François était à Ismaïlia et exactement quel âge il avait à cette époque-là. Alors Claude est né en 39, il a fréquenté notre établissement de 1943, 44 à 1953. Vous avez donc fait 9 ans chez les frères Ismaïlia. On continue peut-être. Je veux le dire, mais j'ai l'impression que ça doit être le cas pour tout le monde. Ils étaient sévères, hein. Oui. Faut pas se faire d'illusions, les frères Hermel, c'était des frères qui tenaient bien. Et je crois qu'ils étaient absolument parfaits dans ce sens-là. Je veux dire, s'ils n'avaient pas été sévères, j'étais déjà insupportable. Le frère Alain est gentil, ou alors il était inconscient, parce qu'il voyait que les bons côtés de la chose, c'était les autres, les pauvres, qui avaient à supporter en classe les turbulences des uns et des autres. Je me souviens que j'étais en tout cas très turbulent. Il fallait vraiment me tenir avec, je veux dire, un gant de velours, mais une main d'acier à l'intérieur. Et j'avoue que j'étais tellement insupportable que mes parents
vraiment désespérément mis pensionnaire. Et déjà, j'étais très heureux. Là où j'étais, même quand j'étais le jeudi ou le samedi en train de recopier 50 fois ou 200 fois, tu feras plus des bêtises, j'étais, on ne peut plus heureux depuis, je n'ai jamais été aussi heureux que ça. Pourtant, j'ai des passages, ne serait-ce que depuis mes 15 ans de carrière, des passages voluptueux, extrêmes, mais chaque fois que, ce sont des choses qui arrivent, chaque fois que quelque chose ne va pas, je repense à cette période, et c'était vraiment une période extraordinaire. Je me souviens qu'on m'avait collé au fond du dortoir pour m'occuper des petits-enfants. Je faisais leur lit le matin, j'allais à la messe tous les matins, je servais la messe. Je veux dire, tout ça pour moi, c'était la quiétude, c'était la tendresse, c'était l'équilibre, c'était très très agréable. Vous avez continué à voir quelques photos de vous à l'époque, Claude François. Il y a notamment, il y a une photo d'un bateau, je ne sais pas si on va pouvoir la voir maintenant, qui rappelle beaucoup le canal de Suez. Pour vous, le canal de Suez, c'était les bateaux qui passaient déjà à l'époque? Nous, le canal de Suez, c'était... À l'époque, il n'était pas fermé. Non, mais à l'époque, Ouais. ah non, il n'était pas fermé. Il n'était non. pas fermé. Mais nous, à l'époque, on était là-bas, le canal de Suez, c'était les mains de mer, surtout. Quand on allait vers le canal, vers le lac Timsa, on allait se baigner. Vraiment, les bateaux, c'était rien pour nous. Oui. Enfin, je veux dire, on avait l'habitude, on était nés en voyant passer des bateaux. Bon, on voyait passer des bateaux, on avait l'habitude de les voir. Entre chaque bateau, il y avait 10 minutes à la montre d'écart. C'était à qui traverser derrière un bateau, de l'autre côté de la rive, sans se faire prendre dans les remous avec les cris des mamans qui crient au bord des plages. C'était Paris comme ça. Je veux dire, le bateau ne servait qu'à cela. Ou alors à crier aux marins de nous lancer leurs bonnets, on les recevait, ou des bouteilles, ou même des souvenirs quelconques, avec des adresses. Mais je veux dire, c'est la plage. Alors voilà les photos que vous découvrez que vous n'avez jamais vues, Claude. Vous êtes Enfin, je les ai là, vues quand j'étais là-bas. Là-bas, oui. Voilà, là, vous êtes un enfant de cœur. Je reconnais même en haut, c'est Philippe Herman. Est-ce que Claude était un bon enfant de cœur, frère Gustave? Ah oui, Claude. Oui, En fait, souvent. c'est lui-même qui avait demandé à être enfant de cœur lorsqu'il est devenu pensionnaire chez nous, en classe de 4e et 3e, je crois. Et Claude de lui-même avait demandé à être enfant de cœur. Oui. Il était heureux de servir. Oui. Qu'est-ce qui vous attirait à ce moment-là dans le fait d'être enfant de cœur? C'était le sacré? C'était l'enfant? C'était tout d'abord, j'étais parce qu'on y reviendra, je suppose, Oui. j'étais très croyant. J'étais sensible au fait de ne pas faire partie d'un même système, de me lever plus tôt et d'aller à la messe. C'était important. En tant que croyant, je me sentais mieux d'avoir fait un certain effort. Moi, je me sens mieux quand je fais un effort. Si je ne fais pas d'effort, je n'apprécie pas le résultat. Donc là, en l'occurrence, il y avait le côté effort. Et peut-être qu'aussi au bout de tout cela, il y avait déjà ce côté spectacle, peut-être. Parce que bon, on se mettait une belle soutane rouge avec... comment on appelle le truc qui avait dessus blanc Camaille, oui. Camaille. Blanc. Oui, ça c'est un mot qui m'avait échappé. Oui, parce que Camaille nous blanc. étions chez des pères franciscains, alors nous Oui. avions un petit peu la tenue des franciscains. Je veux dire, c'était Oui. très beau, c'était un chanteur. Quand on servait la messe le dimanche, Frère Alain trônait là-haut avec sa grosse voix de baryton. Il y avait une messe par C'était- semaine ou il y c'était- avait plus? Ah non, tous les matins. Tous les matins. C'était à l'église paroissiale, alors. Oui. Saint-François de Sales, Saint-François de Sales. avec le frère Laurent, un truc dans ce coup-là. C'est Florent. Florent. Florent, oui. Encore peut-être une photo alors, où l'on vous voit avec différents amis. Mais il y a aussi une photo, je ne sais pas si on pourra la voir maintenant, en tout cas tout à l'heure, qui est la présence de M. Couve de Murville, qui était venu visiter le collège. Et je crois, d'après ce que m'a dit frère Gustave, que à l'époque, Claude François, vous étiez à ce collège. Est-ce que vous vous souvenez de la visite de M. Couve de Murville? Pas du tout. alors, Pas du j'avoue. tout, vous pouvez Par rappeler contre, ma mère s'en souvient parce qu'il y avait eu Oui. une soirée où M. Couve de Murville avait été, donc, il avait été invité, c'est l'invité d'honneur, il avait un peu traîné partout, et puis il était tombé sur ma mère qui est une personne très vivante. J'ai pris de ma mère, alors elle parle facilement, elle s'adapte à n'importe qui. Couve de Murville était assez triste, elle est allée le voir. Comment, mais vous faites pas la tête, faut sourire, venez manger avec moi. Et ils ont discuté pendant 1 heure, et il lui a posé des tas de questions sur tout ce qui se passait, car il était en fait venu prendre la température. Oui. Et alors elle, ma mère, pour parler, vous lui faites dire ce que vous voulez. Il était ravi, elle était revenue en disant, ce monsieur, elle déforme tous les noms, ce monsieur Broupe des Courville, vraiment très gentil, etc. Et chaque fois qu'elle le revoit à la télévision, elle dit, ah, c'est mon copain d'Égypte. C'est Claude François, vous gardez donc un extraordinaire souvenir de cet enseignement privé. Est-ce que vos enfants maintenant, vous les metteriez ou est-ce que vous les mettez aussi dans des collèges de pères ou de frères? Ou est-ce que vous préférez l'enseignement public? Oh, moi, j'aurais souhaité vivement qu'ils soient je veux dire, si j'avais eu la chance, ou, enfin, peu importe, on va pas juger Oui. l'islam, si j'avais encore vécu là où je suis né, là où j'ai été élevé, d'abord, ils y seraient aussi, Oui. j'aurais remis mes enfants là, parce que je vous dis, j'ai un souvenir absolu, et toute la forme de discipline. Voyez, on dit que je suis sévère dans le travail, je suis en fait comme les frères de Père-Mel, je suis organisé, sérieux, régulier, puis quand il faut plaisanter, ben, je plaisante comme il le faisait quand on faisait du sport le jeudi ou quand on allait au stade le dimanche,
on repoussait la soutane, on courait sur le terrain, je veux dire, on jouait au football, on plaisantait, on se tapait dessus, et puis le lundi, de nouveau, on redevenait sérieux, c'était le travail, il fallait que ça soit sérieux. Pour moi, c'était un équilibre absolu, donc j'avoue que j'aurais retrouvé cela. Ce n'est pas uniquement le sérieux, frère Alain, les collèges privés, les collèges de frères ou de pères, il y a autre chose en plus. Oui, c'est sûr, il y a les Il y a la religion. Oui, il y a la religion, bien sûr. Oui. En principe, tous les jours, il y avait une demi-heure. Oui. Pourquoi avez-vous repris maintenant vos prénoms civils très rapidement? Oui. Alors, en fait, Frère Paul, alors maintenant vous appelez Frère Frère Paul Paul. actuellement, oui. Les élèves dans mon collège m'appellent Frère Paul. Oui, c'est une raison théologique. Vous voyez, autrefois, la profession religieuse était considérée un peu comme un second baptême. De par la profession religieuse, on entrait dans une nouvelle famille religieuse. Bon, Vatican II maintenant a mis l'importance sur le baptême et tous les sacrements du reste. Et par la suite, nos jeunes frères actuellement conservent bien sûr leur prénom de baptême. Et nous autres, nous avions le choix entre notre nom de religion ou de reprendre notre prénom de baptême. Alors personnellement, j'ai repris mon prénom de baptême. François et Julio Iglesias, un grand amour du spectacle, un grand amour de l'Amérique du Sud. Mais pour l'instant, revenons à vos angoisses. On va commencer par là, comme ça on en aura fini. La première angoisse, et la plus importante pour vous, c'est depuis que vous avez vu le film Exorciste, cette quasi-certitude de la présence du diable. Donc vous expliquiez très rapidement à l'abbé René Berthier, qui est à votre droite, et qui connaît un peu la question quand même, comment vous ressentez, vous, Claude François, cette présence du diable? D'abord, le premier, bon, c'est peut-être psychique, peut-être que j'ai imaginé, j'ai ressenti des situations qui étaient en fait peut-être pas très réelles, mais dès donc le premier soir, tout de suite après le premier soir où j'ai donc vu ce film, évidemment le moindre bruit était suspect dans la maison, la moindre situation était douteuse. Mais en me couchant, je me suis donc endormi, j'ai entendu un cri énorme qui m'a fait bondir d'1 mètre au-dessus du lit, et je me suis réveillé, je regardais dans la chambre, il n'y avait personne, je dormais seul, j'ai allumé la lumière, et je n'ai plus rééteinte pendant à peu près 7-8 mois, je veux dire en dormant. Et malgré la lumière allumée, ça a été des drames. Moi, j'ai ma cousine qui est née en Égypte aussi, comme toute la famille, qui est très religieuse, très croyante, qui va à la messe tous les jours, etc., à qui j'ai demandé, vraiment, je lui ai raconté ça. Et puis elle m'a ramené de l'eau bénite, elle m'a ramené des images saintes, des crucifix, tout ce qu'il fallait autour. Je veux dire, ça n'a strictement rien changé, en fait, en puissance. Vous avez voulu vous-même exorciser un petit peu cette présence? Non, mais en fait, c'était c'était pas très très organisé dans ma tête, mais je me disais, bon, si je m'endors et que rien ne me protège autour, en fait, quand on se protège d'une façon matérielle, c'est un couteau ou un pistolet. Contre le diable ou contre une force insensée, c'est autre chose, c'est un écran qui est symbolisé par le bien. Alors le bien, c'est quoi? C'est de bénite, c'est tout ça. Donc j'en ai mis autour, partout. Oui. Quand les amis viennent chez moi, je cache tout ça parce que j'ai envie de raconter mon histoire. Bon, enfin, maintenant, tout le monde le sait, on peut y aller. Abbé Berthier. Moi, je serais tenté de dire qu'il y a... Et ça me paraît évident que c'est psychologique. Mais vous disiez vous-même tout à l'heure, j'ai retenu que vous connaissiez une solitude, que vous n'aviez pas d'amis et vous le déploriez. Vous considérez que c'était un fait, mais enfin vous le déploriez. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses dont la source est là. Car si vous étiez en effet environné de tendresse, de présence amicale, fraternelle, vous ne ressentiriez pas les choses comme cela. Vous avez dit vous-même qu'au collège, vous ne ressentiez pas les choses. Alors qu'à ce moment-là, on devait vous parler de Satan. Bien sûr. Alors que maintenant, on vous en parle pas. Bon, il y a ce film. Ce film, soyons sérieux aussi, vous savez mieux que moi combien la part du montage est capitale dans le film. Mais sur le fond, que Satan puisse provoquer le suicide d'un prêtre, la mort d'un autre prêtre, cela manifeste que ce film est faux. Je veux dire que c'est très indûment qu'il ose prétendre correspondre à un fait réel qui serait passé aux États-Unis. C'est faux. Je pense qu'il faut être libéré à ce point de vue-là. Père Berthier, est-ce que c'est une responsabilité que vous apportez à tous les enseignants religieux que de trop parler de Satan ou d'avoir trop parlé de Satan aux jeunes enfants? Je crois qu'on peut dire qu'ils en ont trop parlé. C'est un secret pour personne. Je pense qu'il fallait retenir le mot de Sainte Thérèse d'Avila, que je trouve délicieux. Elle dit, mais on est toujours en train de nous dire le démon, alors que ce serait si simple de dire Dieu, Dieu. Et je pense que c'est elle qui avait raison. On était, il y a quelques siècles de cela. On aurait bien fait de suivre ses conseils. Parce que... Vous parlez du démon. Enfin, je veux dire, dans l'éducation religieuse en général, vous parlez du démon. Vous parlez un petit peu comme d'une société, on dit attention, il y a la prison.
Non, je crois que la vérité, c'est qu'on ne peut pas nier l'existence du mal dans le monde. Et quand on regarde bien, beaucoup pensent que le mal dépasse l'homme. On dirait qu'il y a des situations de mal, de méchanceté, de dureté dans l'existence qui dépassent les forces humaines. Et c'est, je pense, cela qui est à l'origine, chez les auteurs bibliques, de cette personnification du mal. Parce que on dirait que ça ne peut pas venir seulement de l'homme qui est fait, comme on le sait, de terre et d'esprit, mais on se dit, mais bon sang, c'est pas possible qu'il y ait une pareille force puissante comme cela, si mauvaise. De là à personnifier le mal, il n'y a qu'un pas, et c'est vrai que la Bible l'a fait, et je ne sais pas, moi je ne nie pas la personnification du mal, peut-être qu'il y a un Satan, on l'a appelé Lucifer, le démon, le malin, le grappin, qui voudrait. Il y a des exorcistes, il y a donc des personnages qui sont là pour, si j'ose dire, extraire oui, il y a le diable de l'être humain qui en serait. Soyons quand même très très clairs là, il y a des exorcistes, mais si vous aviez l'exorciste de Paris, qui est un de ceux qui pratiquent davantage, j'allais dire, en France, et ça n'est pas c'est un signe ça aussi, ce sont dans les villes qu'il y a le plus de cas absolument qu'on dit relevés de l'exorcisme. Cet exorciste vous dirait qu'il connaît depuis 15 ans peut-être 2 cas, peut-être un seul cas, où ça semble bien en effet dépasser des forces humaines. Ça suffit pour le prouver. Bien sûr, ça suffit. Pas quand même, il ne faudrait pas élargir cela, et à mon avis, ce que vous avez ressenti, vous, n'est que psychologique. Je voudrais d'ailleurs que vous le sentiez comme tel, parce que à partir du moment où vous le sentirez comme ça, vous en serez libéré. C'est une angoisse de type psychologique. Je suis angoissé de nature, cela dit. Claude François, est-ce que vous avez l'impression, quand se manifeste ces écrits, l'impression de présence extraterrestre, ça veut dire d'invisible, ou bien au contraire, peut-être autre chose de plus proche quand même? Écoutez, je sais pas, mais j'ai réussi à coller ma peur et cette espèce d'angoisse un peu à tous les gens qui étaient autour de moi, qui ont ri au départ. Parce que c'était des situations qui étaient précises, qui étaient là, qui étaient indéfinissables, qui me mettaient mal à l'aise. Non, je veux dire, c'est là où j'ai essayé d'oublier, j'ai réussi de temps en temps, de façon très épisodique, j'ai réussi à oublier, et puis de temps en temps, je me couchais sans y penser, je m'endormais sans y penser, j'étais en train de dormir, on est bien d'accord. Oui, donc le côté psychique ne marchait pas là-dedans, et je me relevais dans ce sens. Il y a certainement un côté psychique de l'inconscient, au contraire, je dirais presque que c'est là que ça joue le plus, parce qu'il me paraît évident que dans la vieille maison dont vous parliez tout à l'heure, il y a des bruits la nuit. Et il y en avait avant. Mais ça, c'est... Cela dit, j'ai peur dans les vieilles maisons aussi, mais c'est partout. Je veux dire, même dans l'hôtel de province où je chante, dans un autre pays, n'importe où. Je veux dire, c'est ça le drame. Claude François, est-ce que c'est à ce moment-là où vous avez eu la possibilité de dialoguer avec votre père, qui est mort depuis de nombreuses années? Parce que... je n'ai jamais dit que j'ai dialogué. Oui. Hein. Vous avez eu l'impression de lui parler, en tout cas. Ah, moi, je lui parle. Mais il m'entend pas, je ne sais pas. Ou alors peut-être que je parle à personne et que ça va mieux le lendemain, parce qu'une fois de plus, il y a un côté psychique. Mais en tout cas, quand je me concentre bien fort et quand c'est drôle, je revois toujours mon père sur son lit de mort. Je veux dire, il y a eu un truc qui a été dramatique. Quand on a été jeté hors d'Égypte, car c'est vraiment le terme, on a été expulsé presque à coup de pierre en tout cas. On a été embarqué sur le premier bateau du passé, c'était un navire norvégien, je m'en souviendrai toujours. On a fait 18 jours de mer, on est parti jusqu'au Havre. On est arrivé ensuite donc en France. Dès qu'on est arrivé ici, mon père a été désespéré. Mon père a essayé de se rééquilibrer, il ne pouvait pas. Ils ont appris, comme tous les Français nés en Égypte, car je rappelle, on parle tellement de l'Égypte que souvent on me demande, mais tu es égyptien ou français? Je suis un peu plus français. C'est mon nom d'origine, n'est-ce pas? Parce qu'on me demande souvent si c'est mon vrai nom. Je me suis appelé Claude François, vous me ferez 2 heures jeudi. C'était bien quand j'étais petit, ça. Eh bien, mon père a donc été là-bas à l'école. Il a passé ses 2 bacs. Et ensuite, il a été mis, comme on appelait à l'époque, garçon de bureau, stagiaire. C'est-à-dire qu'en même temps, il apprenait son métier. Il est devenu ensuite employé de bureau. Et ensuite, bref, il a terminé chef de service à Port-Suffield. Il a mis 33 ans pour cela. C'était donc un Français. Il était gaulliste à outrance. Enfin, c'était vraiment un Français. Mon père, quand je rentre chez moi, j'y pense à ce moment-là, je me concentre, je le regarde sur son lit de mort, car je n'ai plus que cette image en tête, je ne sais pas pourquoi. Il a eu 6 mois de coma pendant lesquels il respirait en étant cliniquement mort, et quand j'ai pris la relève, car on se relayait chaque 6 heures, c'était à la suite de ma sœur, il me semble, j'ai repris la relève, il a respiré 2 fois, et il est mort, devant mes yeux. C'est un truc qui m'a traumatisé. Je me souviens, j'avais donné des coups de poing dans les vitres, j'avais cassé les vitres dans la chambre, j'avais piqué une grille. Donc cette chose m'est restée, car en plus il est mort sans m'adresser la parole pendant plusieurs années, car il était, je veux dire, pour lui, il avait tout perdu,
Et son fils devenait saltimbanque, alors c'était, je veux dire, c'est le désespoir. Oui. Donc, je lui redemande en lui disant, tu as été injuste quand j'étais, avant de mourir, tu as pas fait attention à moi, maintenant que tu as vu que j'avais raison, faut que tu m'aides. Et donc je me concentre très fort, et j'ai vraiment, quand il m'arrive d'avoir la chair de poule en pensant à cela, je sais pas si c'est un miracle, mais le lendemain on a trouvé une solution, même si c'est pas moi qui la trouve la solution. On a trouvé la solution générale. Béline, les dialogues avec votre fils sont des dialogues beaucoup plus présents. Vous l'avez entendu, vous avez vraiment parlé avec lui, communiqué avec Alors, lui. il faut que j'explique, parce Oui. que c'est dramatique. Parce que On va avancer assez vite, on Oui, reviendra à une partie de on va dire l'émission, très mais- rapidement oui, pour oui. que les gens puissent comprendre. J'ai perdu un fils de 22 ans dans un accident de voiture par une belle nuit d'été de l'année 1969. Et je me suis dit, peut-être que j'aurai une lueur sur l'au-delà, puisque je suis un voyant et que j'ai pu voir beaucoup de choses qui ont été contrôlées. Et je me suis concentré, comme l'a fait Claude François, mais je me suis concentré pendant 2 ans et je n'ai pas eu la moindre lueur de voyance. C'est à ce moment-là que, devant la douleur de ma femme, je ne savais plus quoi faire, je l'ai abandonné lorsque j'ai entendu la voix de mon fils. Je me suis dit, si je suis victime d'une hallucination, c'est pas possible. J'ai tout noté, et je me suis informé auprès des gens, cardinal Danielou, des gens très importants, des prix Nobel, des gens qui étaient des amis, d'un très grand nom des arts et des lettres, et toute personne m'a dit, il faut continuer ce dialogue. Et je ne pensais pas du tout publier, et ce livre, finalement, La troisième oreille, a fait le tour du monde. C'est un dialogue avec mon fils par-delà la mort, mais il est difficile d'expliquer un dialogue à la télévision. Moi, je comprends très bien ce qui se passe dans le cœur de Claude François. Il a retrouvé son père dans sa grande solitude. Demandez à l'abbé Berthier quand même de réagir sur ce dialogue avec dialogue de la Présie, enfin un contact avec l'au-delà. Vous y croyez, vous, en tant que prêtre? Moi, personnellement, non, mais je ne nie pas les faits. Je veux dire que s'il y a des faits qui me semblent sérieux, il n'y a pas de raison de les nier. Simplement, je pense que les morts ne sont pas chargés d'angoisser les vivants, mais au contraire de les apaiser. Alors, s'il y a un dialogue, il ne peut être qu'apaisant. Par ailleurs, il ne peut pas être révélateur de l'avenir, car je ne crois pas que C'est vrai. Alors, c'est vrai, ce que vous dites est parfaitement vrai. Dans le dialogue, j'ai demandé à mon fils s'il pouvait m'être utile, apporter un éclairage sur les problèmes qui concernent le monde entier. Nous sommes dans une période en pleine destruction. Le monde, franchement, est en danger. Nous n'avons jamais vécu une période aussi égoïste. Bon, ça, Et à ce moment-là, toutes les effectivement, générations oui, ont dit autant. non, mais je pense, parce que nous avons un bienfait, nous avons quand même un confort que les autres générations n'avaient pas. Oui. Et vous le savez très bien, les écrits saints et tous les gens qui ont traité de l'au-delà dans l'Antiquité ont toujours été très angoissés. Ce n'est que depuis le XXe siècle que les témoignages, comme le mien, comme celui de Paul Misracti, comme celui peut-être de Claude François, apportent une espérance, une très grande espérance. Je veux savoir, Béline, où est votre fils actuellement? Où dit-il être? Écoutez, d'abord, il faudrait expliquer, ce dialogue a duré 21 fois en 1 an. Et ça s'est arrêté, ça n'a jamais repris. Et j'ai cherché des explications, j'ai interrogé, je crois, tous les êtres qu'on pouvait interroger, y compris le cardinal Danielou, y compris le rabbin Josie Heisenberg, tous les gens d'église, de religion, je les ai interrogés. Et personne n'a pu expliquer. Mais nous portons tous en nous des germes de voyance ou de clairaudience. Il ne faut pas rejeter ces choses. Ce qui nous apparaît comme irrationnel aujourd'hui sera accepté demain. Il n'y a pas de raison que l'irrationnel ne prenne pas sa place dans notre monde. Ça veut dire que tout le monde peut éventuellement communiquer avec l'au-delà? Non, je dis pas. Je dis qu'il peut y avoir un message. Tout être humain qui se trouve dans un état de disponibilité et d'amour, je dis bien d'amour, qui aime vraiment, vous perdez un être cher, vous le recherchez. Je l'ai recherché pendant 2 ans. Pendant 2 ans, toutes les nuits, 4 ou 5 heures, je restais éveillé, je ne dormais pratiquement pas. J'ai rien lu pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, il y a eu ce dialogue. Mais je suis persuadé que tout être humain peut avoir soit un message dans un rêve, soit avoir une communication avec l'au-delà. Et celui qui peut me prouver le contraire, eh bien qu'il vienne me le dire, ou qu'il vienne me l'affirmer. Est-ce que je me permettrais de dire que ce n'est pas nécessairement l'au-delà, c'est peut-être, je ne sais pas comment dire, l'aura de cet être actuellement encore sur Terre d'une certaine manière avec qui vous dialoguez. Mais l'être profond que vous avez perdu, ben, vous ne savez pas où il est, et probablement que personne ne le sait.
Ah, mais il y a eu des explications. Vous n'avez pas lu le livre La Troisième Oreille, il faudrait demander à Claude François. Il l'a lu. Alors, Donc il pense. comment vous réagissez, vous, sur les dialogues entre Béline et son fils Michel? Je veux dire, c'est miraculeux, ça serait le cas de le dire, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi très précisément, cette espèce d'angoisse d'après la mort, d'après la vie, est pratiquement résolue. Je veux dire, c'est trop beau pour être vrai, mais si ça pouvait être vrai, je veux bien, puisque, en fait, on est fait de lumière, on est fait de faisceaux, on se transporte par faisceaux dans l'absolu, je veux dire, dans l'univers, n'importe où. Mais je veux dire, ce dialogue, s'il était vrai, s'il était possible, je suis en train, en même temps, j'écoutais, parce que j'ai déjà lu le livre, j'étais ailleurs, et vous aviez raison en disant, et ce que vous avez répondu le confirme, en disant peut-être que c'est Laura, peut-être que c'est ce qui reste de lui encore ici. La preuve, c'est resté encore un an, et puis au bout d'un an, quand c'est parti, vous n'avez plus pu le saisir. Mais ce qui voudrait quand même néanmoins dire qu'il a peut-être pu avoir le dialogue, et que le temps que si j'ose dire, ses restes, enfin son côté âme reste encore ici, plane au-dessus de la terre de ce système, et puis disparaître ensuite dans l'absolu. Enfin, je vous rejoins pour dire que nous n'avons pas le droit d'être d'un rationnel tel qu'il faille tout nier. Enfin, il y a des choses qui nous dépassent, et c'en est. Il y a des expériences de genre-là, qui ne sont pas les seules. Moi, je peux vous garantir que je n'ai pas eu de dialogue avec mon père. Mais écoutez, moi, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. Mais soyez en état de disponibilité et d'amour comme vous l'êtes. Essayez pendant 1 an ou 2, tous les jours, d'appeler votre père. Et reprenons le dialogue dans 1 an ou 2. Je dis que tout être humain qui se trouve dans un état de disponibilité et d'amour, parce qu'en fait, c'est un contact d'amour. Les églises, quelles qu'elles soient, des gens ont entendu des voix, des gens ont eu des visions. C'était pas le fruit de leur imagination. Toutes les religions sont basées sur cela. Les prophètes ont toujours existé. J'aime bien mieux le conseil que vous venez de donner que s'il fallait que Claude François pense à Satan tous les jours. Sûrement, mais ça, il ne faut pas le penser. Bien. Vous avez vu pendant toute cette séquence des images d'Égypte derrière nous, parce qu'elles sont aussi un petit peu l'image des mystères, et aussi parce que ces jeux croisés, avec Max Favalelli et Veni, sont consacrés aujourd'hui à l'Égypte, terre natale de Claude François. Commencer cette deuxième partie de l'émission par un test, si vous le voulez bien, parce qu'une de vos angoisses, c'est un petit peu vous-même, vous regardez beaucoup, vous interrogez beaucoup sur vous-même. Alors on va faire un petit test, et nous allons essayer de savoir si vous correspondez à votre propre idéal. C'est un test qui est tiré d'un livre publié chez Fayard, Comment tirer le meilleur de vous-même, de Ernst Dichter. Là, il y a exactement 8 chapitres, Claude François. Je vous explique très rapidement le mécanisme du test. 8 chapitres, dans chaque chapitre, comme celui-ci, donc le sens de l'humour, 10 propositions. Je vous demande 2 choses, Claude François. Une première chose, de me dire ce qui vous paraît ressembler à ce que vous êtes actuellement. Et deuxièmement, de me dire ce que vous aimeriez être dans l'idéal. À partir des définitions? Voilà. Là, vous me donnez seulement les numéros. Hein. Alors, d'abord, ce que je suis. Oui, est-ce que vous voudriez être? On essaie de laisser vite. Je suis des tas de numéros, j'en prends un au hasard qui se ressemblent plus ou moins. Oui. Bon, alors disons le 5. Le 5. Bien, je ris parfois, et vous aimeriez être? Et vous aimeriez être? Ah, 9. Le 9. Le 5 et le 9. Est-ce qu'on peut voir le deuxième chapitre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut enlever la première feuille? Deuxième chapitre. On va voir le 5 et le 9, il y a donc 4 points de différence déjà. L'aisance. Même procédé, Claude François, ce que vous êtes, ce que vous aimeriez être. Je crois que je suis 4. 4. J'ai besoin d'être épaulé. Et je voudrais être 9. Et vous voudriez être 9, je rassure même les autres. 5 points de différence, je crois que en régie on calcule. Troisième chapitre, si vous le voulez bien. Intellect. Alors vous êtes de l'idiot intégral au vrai professeur. Vous avez le choix. Même si je l'étais, je ne me rendrais pas compte. Non, essayez d'être le plus franc possible. Ah oui, bien sûr. Hein, je vous fais confiance. 7. 7, pas trop bête. Et vous aimeriez être 9. 9. Pas le vrai professeur, hein, brillant seulement. Ah ouais, non. 7 et 9. C'est ennuyeux, le vrai professeur. Voilà.
Beau joueur. Êtes-vous beau joueur? De 1, il m'arrive de pleurer. À 10, je sais perdre avec le sourire. Euh, 3. Le 3, donc vous subissez les taquineries. Et vous aimeriez être? 9. Le 9 encore. Je supporte tout. Vous aimeriez supporter toutes les taquineries et tous les coups du sort avec le sourire. On peut passer... Ou 9 ou 10, enfin je veux dire, c'est pareil. On peut passer au suivant. On dit le 9, hein, vous avez dit le 9 en Ou premier. 10 parce qu'il y a le sourire en plus. Oui, mais... Parce que je supporte... Bon, non, non. On le dit si vous voulez, le 10 alors. 9 et demi, on n'en parle plus. On passe au suivant. On peut passer au suivant, s'il vous plaît. On peut enlever la feuille. La beauté. Alors, est-ce que vous êtes un vrai fou ou une vedette de cinéma? Voilà. Ça, c'est surtout pour les jeunes filles, hein, cette question. 6. 6. Vous vous défendez. Et vous aimeriez être? Oh, mais ça va. Ça vous va? Oui, 6 et ça 6? me va, 6 et 6. Bien. 6 et 6, il n'y a donc pas de différence. On passe au chapitre suivant. Le charme. Alors là, c'est de la grisaille totale à l'envoûtement total. Disons 6 ou 7. Non, mais je vais 3 secondes, réflexion. Oui. 6. 6. Il vous arrive de séduire. En plus, je voudrais 11. 11. Non, alors. Parce que c'est mon métier, non, 10. 10, voilà. Alors 6 à ce que vous êtes actuellement, à 10 à ce que vous voudriez être dans l'idéal. On peut passer au chapitre suivant. Faculté d'adaptation. Comme un poisson hors de l'eau, comme ceux de cet aquarium qui est pas loin de nous, quand il ne serait pas dedans, et à votre aise en toutes circonstances. Oui, là, je voudrais être 10, bien sûr, et je suis quand même 7. 7. Je m'adapte mieux que les autres. C'est l'état actuel. À 10, à mon aise en toutes circonstances. On peut, voilà, dernier chapitre, considération. Alors, c'est considération des autres. Hein. La manière dont vous regardez les autres, dont vous faites attention aux autres. Là, il faut encore une fois être très franc, Claude François. Oui, mais... 6. 6. Je fais de mon mieux pour regarder les autres. Je voudrais être 10, là, quand même. Et vous voudriez être 10, c'est-à-dire que vous ne voudriez que penser aux autres. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la fin de votre interview tout à l'heure, dans le portrait. C'est votre but, ne penser qu'aux autres? Ben oui, je veux dire, et c'est encore une fois une forme d'égoïsme. Enfin, il faut se placer dans une position très précise. En Orient, une fois de plus, il y a une expression égyptienne qui dit « et fadal ». Ça veut dire « faites comme chez vous ». On en extrait un plaisir énorme à faire plaisir aux autres. Je veux dire, ça redevient donc du fait même une forme d'égoïsme. Je ne pense qu'aux autres parce que ça me ramène un plaisir. Oui. Mais je voudrais y arriver. Chaque fois que je me souviens d'un détail et que ça fait plaisir à quelqu'un, je suis heureux pour lui et immédiatement après, je suis heureux pour moi. Bien, tout à l'heure, Mariella Reghini pourra peut-être réagir sur ce test et sur le résultat. On ne va pas aller voir maintenant le résultat. On va attendre qu'il puisse être calculé. Je vous propose tout de suite de vous faire découvrir Claude François Bruno, qui est un ex-soliste de Poppies, qui était le soliste des Poppies, et qui sort maintenant son premier 45 tours. Il a 18 ans. Bruno. Tu viens de là-bas, et toi ma mère de la neige, tout comme l'espion vient du froid. Et toi ma mère de la neige, à me voir on ne dirait pas. Un Martiniquais, une Polonaise, se sont rencontrés un jour sur les Champs-Élysées. Et Paris, la France, là où ça balance, leur a demandé de ne jamais plus s'en aller. Jacques prend la guitare pour chanter plus tard, car vois-tu, je ne sais faire que ça de mes 10 doigts. Et crois-moi les noirs, nous des demi-noirs, c'est un pareil qui balance plus, et c'est pourquoi j'ai la tête en café au lait et la coiffure en accro. Je n'ai pas peur de la tempête, car mon mélange il est chaud. Je fais courir l'Europe centrale, là où on chante le mieux, vers les îles boréales, là où on crève le mieux, vers les îles boréales, là où on danse le mieux. Hey, un Martiniquais, une Polonaise,
rencontré un jour sur les Champs-Élysées. Et Paris, la France, là où ça balance, leur a demandé de ne jamais plus s'en aller. J'apprends la guitare pour chanter plus tard, car vois-tu, je ne sais faire que ça de mes 10 doigts. Et pour moi, les noirs, des demi-noirs, c'est encore qui balance le plus, c'est pourquoi une polonaise se rencontrer un jour sur les Champs-Élysées. Et Paris, la France, là où ça balance, leur a demandé de ne jamais plus s'en aller. J'apprends la guitare pour chanter plus tard, car vois-tu, je ne sais faire que ça de mes 10 doigts. Et pour moi, les noirs, les demi-noirs, c'est encore qui balance le plus, c'est pourquoi un Martiniquais et une polonaise se sont rencontrés un jour sur les Champs-Élysées. Et Paris, la France, là où ça balance. François Bernem, un Martiniquais et une Polonaise. Claude François, une réaction, un commentaire sur ce titre de Bruno? Je ne sais pas, où êtes-vous né, Bruno? À Paris? À Paris. Alors moi, il est martiniquais, non, ou antillais, en tout cas, oui. Venez nous rejoindre, Bruno, venez nous rejoindre à côté de nous. Il y a le sang qui parle, il y a le rythme qui parle, rien à faire. Enfin, je veux dire, Oui. on ressent immédiatement. Je veux dire, une réaction positive, j'adore tout ce qui est collé instinctivement au rythme. Je veux dire, il chante en rythme sans nombre de problèmes, alors que souvent, c'est le problème pour les blancs en général. Je ne vais pas reprendre ma grande philosophie de la musique, mais je dis que la musique harmonique est blanche, les orchestres symphoniques avec des blancs. C'est pas une forme de racisme, c'est une forme de situation qui est telle. Oui. Et puis le rythme en général, c'est des noirs. Oui. Et si on veut faire le plus bel orchestre du monde, on confie toutes les harmonies aux blancs et toute la rythmique aux noirs. Alors vous vous sentez un petit peu blanc et noir à la fois, parce que vous êtes je suis un un petit peu entre les deux. Je suis peut-être un peu plus noir que blanc dans le sens. Vous avez été batteur, parce que oui. J'étais batteur déjà. Oui. Mais j'étais batteur parce que, je veux dire, quand on va à l'école, quand j'allais chez les frères de Ploermel à pied, de chez ma grand-mère ou de chez ma mère, et qu'il y a toutes les radios aux portes des cafés et qui passent Radio Le Caire à fond, quitte à faire saturer la radio, et qu'on entend quand on va chez nous le fameux rythme arabe, koum, pak, pak, toum, pak, toum, pak, pak, toum. Alors, je veux dire, on marche en rythme, c'est presque le Brésil là-bas. Bien, Claude François, je ne sais pas si maintenant on peut avoir les résultats du test. Je demande en réussi si c'est possible. Oui, bien sûr, Claude François, vous totalisez avec vos réponses un total de 29 points. Cela signifie, d'après le test, bien sûr, que la marge est suffisante pour rendre votre vie intéressante. Voilà, tout simplement, cela signifie que vous ne placez pas votre idéal trop haut par rapport à ce que vous êtes actuellement. Donc j'y arriverai. Oui, à moins que vous ayez placé ce que vous êtes un petit peu trop haut aussi. Ah. Pour commencer. On va pas recommencer, mais effectivement, on pourrait reprendre très rapidement le 3. Vous avez dit tout à l'heure, je ris parfois, et vous avez dit ensuite, non, vous avez dit 7 et vous vouliez 10, c'est-à-dire je suis plutôt gai et on me trouve désopilant. Voilà. Oui, ce qui sous-entendrait à l'origine que si je suis désopilant, c'est que je suis heureux déjà. Voilà. Bien, actuellement, vous avez besoin d'être épaulé. Ah oui, je suis mais en général, j'ai toujours eu besoin d'être épaulé. Je ne peux pas faire quelque chose seul. Enfin, je sais que je peux le faire, mais je n'ose pas faire quelque chose seul. Je suis un petit peu timoré, en fait. D'ailleurs, vous parlez, quand vous parlez de ceux qui vous entourent, qui travaillent avec vous, souvent vous parlez de vos miroirs. Parce que eux, à la limite, vous connaissent un peu mieux même que vous connaissez. Oh, oui, sûrement beaucoup mieux que moi. Et puis, de toute façon, je veux dire, chaque être humain a besoin de miroirs. C'est pour ça que les couples existent. On a besoin de se refléter dans l'image des yeux de la personne d'en face et de lui dire, pas qu'est-ce que tu penses de moi, mais presque. Enfin, je veux dire, quand le mari achète un pull vert, il dit à la femme, qu'est-ce que tu penses de mon pull, ou vice-versa, qu'est-ce que tu penses de mon manteau. On a besoin de ça. Donc, je veux dire, en plus, dans mon univers musical, quand je suis sur une scène, je peux pas me voir. Alors, très souvent, je ressens quelque chose. Il y a aussi l'indiscutable. Quand on ressent quelque chose et qu'on extériorise sur quelque chose, on se sent bien, on voit quelqu'un, ce quelqu'un dit 9 fois sur 10, c'est formidable, et c'était vraiment formidable. Puis il y a le reste. Alors le reste, c'est qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. On a besoin de ça. Est-ce qu'il y a des moments quand même dans votre vie, Claude François, où vous vous sentez ridicule par rapport à ce que vous voudriez être? Bon, ça a dû m'arriver, je veux dire, ça me revient pas, mais enfin assez rarement quand même. Mais pas bien, oui, souvent. Mais ridicule, je veux dire, ça devient une caricature, je crois pas. Enfin, ça m'est arrivé de faire des fautes même grotesques, ça a dû m'arriver. Enfin, ça m'a pas frappé en tout cas. Bien, autre chapitre, et là nous changeons complètement de sujet. Vous avez tenu à ce que Christiane Delabigne soit sur ce plateau. Christiane Delabigne a eu un cancer qui lui a révélé autre chose que la maladie, une proximité de la mort, une réflexion sur la vie, réflexion que vous avez voulu rassembler dans un livre qui s'appelle La mémoire blessée, cette mémoire des cellules, cette mémoire de l'origine de l'homme.
Oui, et que le monde actuel, à mon avis, nous enlève beaucoup, enfin, nous enlève beaucoup des richesses du monde qui, pour moi, sont la mémoire, enfin, l'enracinement de l'homme dans la vie, dans la beauté, dans tout ce qui fait le prix de la vie. Et je trouve que l'existence actuelle nous l'enlève beaucoup et que le cancer est presque une espèce de maladie moderne. Oui, moi j'allais le dire, il aurait fallu qu'on ait un spécialiste, enfin un médecin, le fameux invisible qu'on ne peut voir et pour cause, parce que j'ai lu un livre avant de lire le vôtre, et bien avant qu'on ne se rencontre d'ailleurs, je veux dire pour l'émission, j'ai lu un livre du professeur Peters, qui est un professeur belge, qui pendant d'innombrables années est allé voir des tas de spécialistes X et Y de partout dans le monde. Il a repris la nourriture à travers le monde, à travers les siècles. J'ai découvert par exemple, tiens, je vais poser la question, pour une fois on inverse les rôles, la bière, ça existe depuis combien de temps? La bière? Depuis combien de temps? Quand a-t-on découvert la bière? Ou le vin? Ou les deux? Le vin, non, le vin, c'est mon Dieu. La bière, moi je dirais... Avant le Moyen-Âge. le millénaire. Avant, le vin est combien de milliers d'années? Ou bien combien de centaines d'années? C'est les Romains qui ont découvert le vin. Ah oui, le vin, les Grecs buvaient du vin déjà. Le monologue ici, il lance des temps. Et la bière et le vin. Mais je vais vous dire, la bière et le vin, ça paraissait très longtemps, on aura fait réfléchir à téléspectateurs, ont été découverts en même temps, d'après des chercheurs, des scientifiques. Et le vin et la bière ont été découverts entre 35 et 40 000 ans avant Jésus-Christ. On est compte, ça remonte à combien de temps? Il a repris cette origine, il y a eu des différentes ères, l'ère des bouillies. Les gens ne se sont nourris que de bouillie pendant des siècles. Et à travers ces bouillies, ils ont découvert qu'une bouillie donne de la bière, la bouillie d'orge. C'est comme ça. Ils ont dû faire une bouillie, ils ont entendu un tigre d'orge, ils sont sortis, ils sont revenus, parce que c'était la bière. Ils ont bu en disant, c'est meilleur comme ça, il faudra faire la même chose la prochaine fois. Et ainsi de suite. Et à travers toutes ces études, ils ont découvert que le cancer était récent. Ils en ont donc déduit que c'était la maladie des grandes villes, c'était la maladie du siècle. Je veux dire, bon, ça reste assez vague, évidemment, c'est un livre pour profanes dont je fais partie, mais ils ont découvert que c'était donc une maladie récente. Entre autres, il n'y a pas que cette maladie, il y en a d'autres. Il y a des maladies qui vont avec les époques. Un gros bouquin formidable. Dans votre réflexion, quand même, Claude François, sur le livre de Christiane Delabine, qui est beaucoup plus que le fait de raconter comment ça s'est passé dans l'hôpital, encore que c'est aussi là votre but, mais il y a aussi une réflexion sur soi-même lorsqu'on se trouve face au cancer. Bien sûr. Alors, vous avez pensé déjà, vous aviez pensé déjà? Je ne pense qu'à ça, je m'enseigne, on me dit... D'abord, une question que je vais vous poser. Vous êtes... Parce que dans le livre, on ne le comprend pas, en tout cas, vous ne le dites pas. Vous êtes guéri? Non, je ne suis pas guérie, je ne serai jamais guérie. Je suis en sursis, c'est-à-dire on essaie de me rendre cette maladie chronique, si vous voulez. On essaie de vous rendre les cellules oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai des à-coups, on me les soigne de façon à stabiliser cette maladie, et je pourrais peut-être vivre encore 20 ans comme ça, ou peut-être plus, mais on ne me guérira pas. Enfin, avec les médicaments qui existent actuellement, je ne suis pas guérissable, définitivement. Mais vous êtes en puissance, vous êtes comme au début de votre livre, j'entends. Vous êtes... Vous allez mieux, je veux dire c'est-à-dire que actuellement, je suis un traitement qui me fatigue, mais quand j'aurai fini ce traitement, je vais récupérer ma grande forme, je l'espère bien. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, justement, c'est qu'on pouvait parfaitement vivre cette maladie qui est la terreur. Et vous disiez tout à l'heure que vous la ressentiez comme une fatalité dont on ne pouvait pas se sortir. Non, ce qui est extrêmement désagréable, je veux dire... c'est d'être impuissant. Je veux dire, impuissant, c'est insupportable. On n'est pas impuissant parce que la médecine fait d'abord de grands progrès, et on fait tous les jours. Et en plus, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que vous-même, si vous luttez, vous vous en sortez très bien. Donc d'après vous, j'espère être prouvé, enfin un peu ce que je dis. Si on veut guérir, on guérit. Oui, absolument. Monsieur Béline. Oui, je voudrais parler du cancer. Le cancer n'est pas un mal qui sera définitif. On sait exactement, et le docteur Gernèse de Roubaix, qui trouve un mur du silence parmi les grands médecins, surtout parmi les professeurs, a trouvé le mécanisme du cancer, et madame est soignée par la chimiothérapie et par d'autres moyens, comme l'a préconisé le docteur Gernèse, pour qui il y a un blocage. Et je dis ici, c'est peut-être une place pour le dire, vous devriez faire venir le docteur Gernèse, qui a trouvé cette stratégie. Il y a une centaine de médecins qui le soutiennent, ainsi que l'association du cancer, SOS Cancer. Ça, vraiment, c'est un scandale de laisser mourir les gens alors qu'on peut les soigner. On ne les laisse pas mourir. Oui, mais on les traîne. On les traîne. Malgré la ces traitements, moi j'ai été absolument révoltée par la façon
dont on m'a soigné en tant qu'être humain. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Mais sur le plan technique, j'ai été très bien soignée. Très bien. Mais on vous a soigné avec la théorie du docteur Gernez. Mais seulement les... Oui, enfin, quelle est la théorie? Non, mais attention. On soigne mieux le cancer à l'étranger qu'on ne le soigne en France. Et c'est une accusation que je porte à la médecine, à la grande médecine, à la médecine des patrons. Et qui viennent dire, un débat devrait être ouvert. Moi, je ne suis qu'une voix, je sais cela. Ah oui, il y a les rivalités des non, grands mais oui, mais qui font barrage. Il y a des médecins. Et je vous dis, dans l'association SOS Cancer, il y a 100 médecins qui soutiennent le docteur Gernez. Et je dis même mieux, le ministre de la Santé ne répond pas aux questions. Quand on lui écrit, elle ne répond pas. Bien, Claude François. Moi, je suppose tout le monde, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être averti assez tôt? Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand parce que alors là, justement, et c'est pour ça que j'ai écrit tout de même ce livre qui est assez poignant au départ et que j'ai voulu bien montrer la remontée pendant la seconde partie. Il faut avant tout trouver de bons médecins. Moi, ça n'a pas été mon cas, puisque j'ai été très mal soignée, et c'est à cause de ça que ça a dégénéré. Avant de vous en apercevoir, c'est ce que je veux dire. Il faut aller, je crois, aller à l'hôpital. Il faut aller dans des centres où il y ait des analystes qui soient suffisamment forts, qui aient des machines suffisamment puissantes pour détecter ce cancer, parce que ce qu'il faut, c'est le détecter suffisamment tôt. Une fois par an, 2 fois par an, une fois par an. Oui, moi je crois que à partir d'un certain âge, quand on approche de la quarantaine, pour un homme ou pour une femme, ça commence à être l'âge dangereux, il faut aller carrément une fois par an et auprès d'un bon médecin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous analysent? Alors ils nous font des analyses. Un check-up en fait. C'est ça. C'est un check-up personnalisé, je veux dire spécial, ou c'est un check-up Non, un check-up, enfin c'est surtout une analyse de sang, et s'il trouve quelque chose, il pousse plus loin les investigations. Est-ce que l'homme est plus sensible au cancer ou la femme est plus sensible au cancer, ou dans quelle région du cancer vous savez? Les hommes en général, je sais, ont beaucoup plus de cancer de la gorge, meurent presque, en grande partie du cancer de la gorge, et les femmes du cancer du sein. Oui, c'est vrai. Bien. La vitamine B1 et B2, dernière question. La vitamine B1 et B2, c'est la vitamine anticancéreuse. Oui, on le dit beaucoup. Et où la trouve-t-on? La vitamine C surtout. Ah bon? Enfin, on dit qu'en Amérique, on a soigné, prolongé tout au moins des gens perdus en les bourrant de vitamine C. Il y a 2 phrases, madame, qui m'ont frappé dans votre livre. C'est d'abord un dialogue. Lorsque vous avez demandé au médecin vais-je guérir, il vous a répondu mais madame, ça n'est pas moi qui suis malade. Oui. Ouais. Et deuxièmement, cette phrase dans laquelle vous dites finalement, ça n'est plus la vie, mais c'est la science qui coule dans mes veines. Alors, est-ce qu'on peut vivre facilement avec la science à la place de la vie dans ses veines? Non, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut retrouver sa vie, et que je trouve que cette épreuve, moi, m'a énormément enrichi. Et vous parliez tout à l'heure de liberté. Moi, j'ai trouvé une très grande liberté dans cette maladie, une très grande liberté intérieure. Parce que, justement, ce n'est pas du tout confortable de sentir cette science, surtout pour moi qui suis méditerranéenne comme vous, enfin très humaniste, sentir cette chose glacée et vivre dans cette atmosphère glacée. Mais vous en dépendez quand même. Oui, dont je dépends, hélas. Mais chaque fois, pour moi, c'est extrêmement difficile à supporter. Et donc, je me réenracine autant que je le peux dans mon existence de femme, dans ma famille, dans la nature que j'aime énormément. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces hymnes à la vie à la fin, qui fait assez discuter parce qu'il est écrit dans un style assez moderne. Mais enfin, si vous voulez, moi, ça m'a fait me repencher vers ma vie et l'aimer encore beaucoup plus. Quand votre vie est en danger, Mais ils y pensent, les médecins spécialistes. Pourquoi ils vous laissent dans vos chambres sans venir vous voir et sans vous dire de quoi il en faut? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Oh. Ils n'ont pas le temps et qu'ils ont perdu absolument toute notion d'humanité. C'est ce qui est le cas des médecins en général. Ils sont durs, ils sont blasés, et puis vous comprenez, il y a une chose absolument terrible. J'ai un ami qui travaille en Amérique, qui est un très très grand professeur, qui m'a écrit cette phrase terrible qui résume assez la situation. Dans le fond, notre vie leur importe peu. Ce qui importe, c'est que la science avance. Absolument. Et si nous mourons, nous sommes les martyrs qui devons donner notre vie pour cette cause. Et pourvu que la science avance, même si elle découvre autre chose, car il paraît qu'en cherchant le cancer, on découvre des choses très intéressantes en paléontologie. Eh bien, seul importe que la science avance. Et c'est ça qui est atroce pour une femme, enfin comme moi, méditerranéenne, qui était
habituée, enfin j'aime énormément la vie, j'aime énormément l'être humain, d'avoir été catapultée dans cet univers. Enfin, c'est rassurant, vous le dites, et j'ai remarqué aussi, plus les médecins sont bougons et désagréables, et plus ils sont sur d'eux, et en général, plus ils sont doués. Oui, ça je l'ai mis dans la bouche d'une Il existe une prévention malade. contre le cancer. Oui, Ça, on en a pas parlé. On a parlé tout à l'heure, Il mais c'est pas existe tout à une fait l'objet prévention. du livre de Christiane Non, mais Delavigne. étant donné je que peux c'est un montrer petit comment peu... on peut le vivre. Voilà. Je peux montrer comment on peut le vivre Voilà. et comment on peut ne pas en mourir, ou tout au moins. Je me dis, si je meurs, bon, c'est possible que je meure, mettons, dans deux ans, je mourrai vivante. Voilà, c'est ça mon objectif. Je ne veux pas mourir. Merci docteur, je meurs guéri, c'est ça. Oui, mais j'espère bien mourir guéri, mais enfin, ne pas mourir tué par l'atmosphère des hôpitaux, si vous voulez, 2 ans avant. Oui. Moi, je voudrais demander à Julio Iglesias ce qu'il ferait, lui, s'il se trouvait en présence d'une maladie, un petit peu comme le cancer, une maladie importante. Est-ce que vous auriez aussi... j'ai envie de vous faire participer un petit peu, parce que vous êtes là assis et vous ne dites pas grand-chose. J'écoute avec attention, Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que je ferais vraiment, parce que je n'étais jamais dans cette position. Mais il faut moins penser à ça. Moi, je suis fils d'un docteur. Oui. Et souvent, chez moi, surtout quand j'avais 15 ans, j'écoutais mon père parler au téléphone avec, par exemple, une femme, parce que mon père est gynécologue. Et il disait, ne vous préoccupez pas parce que vous savez rien. Après, quand il venait dans la table, à continuer à manger, par exemple, il parlait avec ma mère, il disait, la pauvre, elle a un cancer. Et cette conversation que j'ai toujours sur moi, ça m'a donné raconte beaucoup de cette maladie, mais heureusement, ou malheureusement, madame, je n'ai pas la chance d'avoir un cancer en ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais, vraiment, mais j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup la vie. Moi aussi, j'aime beaucoup la vie. C'est ça, madame. Christiane Delavigne, il n'empêche que dans votre livre, et d'après ce que vient de dire Julio Iglesias, il pose vraiment le problème de savoir s'il faut dire la vérité aux malades. Est-ce que parmi tous les malades que vous avez rencontrés à l'ORC, fait des recherches sur le cancer, est-ce que vous avez l'impression qu'on pouvait dire la vérité à toutes, et à tous et à toutes? Non, certainement pas. On ne peut certainement pas la dire. D'ailleurs, beaucoup de gens, enfin une partie des malades ne veulent absolument pas la savoir et se leurrent eux-mêmes tout le temps. C'est un véritable lavage de cerveau. Il y a des personnes qui ont été complètement mutilées, qui ont subi plusieurs chimiothérapies, et qui s'imaginent qu'on les soigne pour leur éviter d'avoir le cancer, enfin qui disent ça, tout au moins pour s'en persuader. Mais je crois qu'il y a un beaucoup plus grand nombre de malades qui veulent le savoir, et quand on veut le savoir, je crois que ça aide beaucoup de savoir exactement ce qu'on a. Enfin, moi, ça a été mon cas. À partir du moment où j'ai su, non pas qu'on me l'ait dit, car on ne m'a jamais répondu, mais j'ai fait des études de médecine, et quand j'ai compris exactement quel était mon cas, eh bien, je me suis sentie très tranquillisée, parce que je me suis dit, bon, maintenant, je m'accroche, je me bats, et je sais contre quoi je me bats. Je sais exactement. Alors, je me suis fait toute une espèce d'éthique de vie, si vous voulez. Enfin, vous disiez des vitamines. Enfin, moi, c'était surtout moral, retrouver la nature, retrouver à savoir, parce que qui se défend mieux ou qui pense, qui se préoccupe plus de ce cas-là que la personne intéressée. Je crois qu'il faut le dire. Ou au pire des cas, le dire à la personne immédiate. J'entends le mari, si c'est la femme, et la femme, c'est le mari, je veux dire. Ah oui, je crois que il n'y a pas une adhésion des Français en masse vers les associations de lutte contre le cancer. Il n'y a pas de moyen non plus. Chaque personne est concernée, mais chaque personne vit dans un monde égoïste. Et je crois que tout le monde devrait faire partie d'une association contre le cancer, comme les SOS Cancer. Oui, mais je voudrais dédramatiser cette chose, parce que c'est épouvantable, la peur des gens. François, je pense que jusqu'à présent l'émission s'est bien passée. Il reste à Mariella Reghini qu'elle se passe mal. Je veux dire que nous avons demandé à Mariella Reghini, qui est journaliste au Nouvel Observateur et qui vous a suivi pendant une tournée, un gala, et qui vous connaît bien, de venir ici vous poser 3 questions insidieuses, un peu méchantes. La parole est à Mariella Reghini. Quand on ouvre la télévision, vous êtes un chanteur blond et rose et bondissant. Quand on feuillette un de vos magazines, vous êtes un pornographe sophistiqué. Non, ça fait longtemps que c'est passé, ça. C'est fini, mais enfin, ça fait partie de votre personnage. Quand on passe dans vos bureaux, vous êtes un PDG qui a un ordinateur à la place du cœur. Quand vous donnez des ordres, vous êtes un militaire. Qui êtes-vous réellement? C'est pas une question, là, il faut que je me définisse. Oui, une phrase, Claude. Je suis un artiste à 1000%, je n'ai été qu'artiste, je ne veux rester qu'artiste, et avec les
les réalités de la vie qui ne sont pas toujours roses, j'ai été bousculé et j'ai été amené à organiser des systèmes qui ont été tous les autres à part ceux qui ont fait l'artiste que je suis. Je veux dire, je ne suis un artiste qu'à travers mon instinct et qu'à travers mes éventuels dons et tout ce que vous voulez, mais de non organisé, tout le reste est organisé pour contrôler l'artiste et pour lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire. Je veux dire, je n'ai pas envie d'être obligé demain de sortir un disque ou de faire une chanson ou de faire n'importe quoi artistiquement sous prétexte d'avoir à payer une fin de mois plus ou moins difficile. Je veux être indépendant de ce côté-là et pour ce faire, je prends l'exemple, et Julio Iglesias le connaît bien, l'exemple des chanteurs américains qui, c'est-à-dire Sinatra a des pièces détachées pour missiles, Nat King Cole que j'ai vénéré avait et a toujours des actions dans tous les sens, etc. Je veux dire, ils ont toujours organisé leur système de façon à être artistes sans dépendre d'argent. Deuxième question. Vous avez été condamné il y a 2 ans pour fraude fiscale. Il y a longtemps. Oui, il y a 2-3 ans. Est-ce Oui, pour vous comme le blanchir sourcil dure 5 que ans. vous avez joué le Père Noël auprès de l'ex-ministre des Finances, devenu depuis président de la République? Oh non, Léon, je ne suis pas joué le Père Noël pour M. Giscard d'Estaing, avec toutes les reconnaissances que je lui dois. Je veux dire, j'ai été à l'Arbre de Noël parce que j'ai été dans la première maison de la France, qui se trouve être l'Élysée. J'ai été devant des enfants qui sont un élément très important de ma vie. J'ai été pour l'Arbre de Noël. Je ne vois pas quelle raison m'aurait poussé à refuser cela. Mettez-vous à ma place. C'est lui peut-être qui aurait dû avoir des raisons de ne pas m'inviter, mais depuis le moment que j'étais invité, j'ai répondu à l'appel. Je suis un oriental. Je ne sais répondre non quand on m'invite. Troisième question, Marianne Reghini. Oui, je voudrais savoir s'il n'est pas trop exténuant de jouer l'adolescent depuis 30 ans. J'exagère à peine. Côté âge, de nouveau? Non. Pas côté âge. Dans les paroles des chansons, dans le... dans nos... s'adresser aux adolescents, côté âge aussi. Non, je veux dire, j'ai l'âge de... Parce que ma mère aussi, qui est une femme qui est née en 1910 et qui a donc 66 ans, joue l'adolescente toujours, je veux dire, c'est sa nature qui est comme ça. Elle aime pas les émissions tristes, elle aime les chanteurs qui bougent, elle aime tout ce qui est vie. Elle aime ça, c'est une nature, je crois que c'est là-dedans, ça se passe. C'est pas une question de physique. Puis je me dirais bien que question de physique, je m'en sors bien quand même. Est-ce qu'il y a trucage? Hein? Pas du tout, chérie. Tu peux regarder ce niveau. Quatrième question pour moi, effectivement, qui rejoint celle de Marianne Reghini. Claude François, on a l'impression que les fans qui vous entourent, vous les supportez très bien, et on a quelquefois aussi l'impression que vous les demandez. Ça veut dire que vous créez autour de vous un espèce de... C'est fou, c'est quand même la France. On se pose des tas de questions là où il ne faudrait pas s'en poser, et on ne s'en pose pas là où il faudrait s'en poser. Il n'y a pas de question à se poser de ce côté-là. Il y a toujours cette espèce de doute. Il y a réussite, donc il y a doute, donc il y a truc. Je veux dire, c'est pas vrai, c'est pas nécessairement vrai. En tout cas, ça arrive, bien sûr, comme partout ailleurs. On ne doit pas rechercher toujours ce côté-là. Je ne sais pas si ça vous rassure, vous qui le recherchez, ou si ça rassure ceux qui le lisent, ce que vous avez recherché pour eux. Mais je veux dire, je ne crois pas qu'il y ait des trucages systématiques. Je parle au nom de tout le monde, et pas nécessairement dans le show business, mais je veux dire dans la réussite en général. Socialement, aux États-Unis, prendre le contre-pied. Quand quelqu'un a réussi, on dit donc c'est un type bien, parce qu'il s'est cassé un peu la tête, il a réussi. Ici, en France, dès qu'il a réussi, on dit ah, douteux, il doit avoir une combine, etc. Je crois pas. Je crois qu'il faut avoir un petit peu, faire des efforts, et puis on y arrive. Et puis, vous parliez des fans. Enfin, je veux dire, imaginez que je puisse les organiser, c'est difficile quand même. Qu'est-ce que vous voudrez que je fasse, que je les paye ou... C'est pas possible, c'est impossible. Je suis un homme d'affaires, j'y aurais pensé un peu plus tôt. Claude François, on va revenir aux États-Unis et se tourner vers un symbole sexuel, et on reviendra d'ailleurs sur le symbole sexuel avec Mae West. Oui. Et c'est simplement un reportage de Claudio Sayende à partir d'un livre qui vient d'être publié par les éditions Verrier sur Mae West. Je n'en dis pas plus, on découvre ensemble cette grande dame qui est encore Mae West, puisqu'elle vit encore. Elle dit exactement ce que vous aviez dit tout à l'heure sur le problème de la liberté, d'avoir créé tout ce que vous avez créé autour de vous. Mae West dit, j'ai construit ma carrière à ma manière, la manière la plus simple, peut-être indépendamment de tout le reste. Bon, là-dessus, je crois que vous êtes d'accord avec elle. Oui. Il faut construire à sa manière sans s'occuper des autres. Deuxième chose, Mae West parle du symbole sexuel. Moi, je voudrais savoir quand même si vous n'avez pas l'impression, on a vu tout à l'heure les Claudettes dans un déshabillé très élégant, vous avez une danse qui est assez attirante, je veux dire, pour les jeunes filles qui vous regardent dans un gala ou à la télévision. Est-ce que vous avez l'impression d'être en plus que le dieu du rythme et de la gaieté, comme le disait donc cette fan qui nous avait écrit? Est-ce que vous êtes aussi un symbole sexuel, Claude François? Je dois représenter un symbole sexuel pour les jeunes filles, mais je veux dire, j'ai pas réussi à analyser. C'est le seul point qui soit incontrôlable chez moi. J'arrive pas à savoir pourquoi, quelle est l'origine. Certaines c'est la chanson, d'autres c'est la solitude, car elles ont aussi une forme de solitude, et chez les jeunes filles en général de 13, 14 à 18, 20 ans,
On est solitaire, on est seul, on a l'impression d'être délaissé, etc., sauf quelques exceptions. Donc ces filles rabattent leur solitude, enfin leur besoin de tendresse ou d'amour ou d'imagination quelconque sur des êtres publics personnalisés d'une façon très précise, enfin sur en général des exemples, des symboles, quels qu'ils soient, un chanteur par exemple. Mais dans le sens de la sexualité, il doit y en avoir aussi. Mais quand je reparle de la sexualité des Claudettes, quand j'ai composé, car c'est quelque chose d'organisé, les Claudettes, c'est parce que dans ma tête en tout cas, je peux m'être trompé, mais l'avenir m'a prouvé que je ne m'étais pas trop trompé sans en avoir de preuve absolue. Quand je chantais et que les gens venaient me voir, j'étais seul les premières années, j'ai les Claudettes depuis 10-11 ans. Donc les 3-4 premières années, je chantais, il y avait des hommes, il y avait des garçons. Et ils étaient mal à l'aise quand ils venaient me voir, parce qu'il y avait ce côté, quoi, tu vas voir Claude François, t'es pas une fille. Alors j'ai dit, il faut que je leur trouve une raison de venir me voir, parce qu'au fond de même, ils m'aiment beaucoup, et qu'ils ne veulent pas le dire, parce qu'il y a ce côté français. Comment, à ton âge, tu vas pas... Je trouve que c'est un côté mauvais, on n'est pas libre. Aux États-Unis, par exemple, les gens sont libres, on peut aimer ce qu'on veut, comme on veut, où on le veut, etc. Là-bas, c'est le côté, tu n'as pas le droit d'aimer Claude François, ou alors le mari, je viens pour ma petite fille, ou l'agent de police, je voudrais un autographe, c'est pour ma fille, c'est pas pour moi. Le côté, s'excuser avant même de me demander l'autographe. Et quand je signe l'autographe, le temps qu'il pense à autre chose, que je lui dise quel prénom, il me dit Georges. Car en fait, c'était pour lui. Je veux dire, ça lui a échappé. Et pour trouver cette complémentarité, je me suis dit, bon, je suis un homme, il faut que j'ai donc des filles autour de moi pour qu'ils aient l'excuse de venir voir les filles, qu'en plus ça soit une excuse agréable parce qu'elles sont agréables à regarder, que ça représente quelque pas chose trop de positif. pour pas de jalousie auprès des femmes. Non, pas trop. Pour qu'il y ait ce côté quand même intéressant du spectacle développé, et puis qu'en même temps, ils apprécient mes chansons, et dès qu'on leur demande avec un sentiment de culpabilité, ils ont venu voir Claude François, pas du tout, moi je suis venu voir les Claudettes. Mais peu importe, le résultat aurait été là, je les ai imaginés dans ce sens-là. Bien, nous avons presque fait le tour de Claude François. Avant de retrouver Fenêtre est sûre, je vous propose d'écouter celui que Claude François, encore une fois, a amené ici avec lui. Une grande vedette en Espagne, mais aussi en Amérique du Sud. On n'a pas beaucoup eu le temps de parler avec Julio Iglesias, j'espère qu'il ne nous en veut pas trop. Il chante maintenant pour nous. Ce n'est rien que nos revoirs, mais ce n'est pas un adieu. Un instant de mon départ, comme moi, il n'y aura pas de larmes dans tes yeux. Ce n'est rien que nos revoirs, mais puisqu'il faut se quitter, profitons du dernier soir, ne perdons pas ces moments-là, nous pourrions les regretter. Je dois partir, je vais pour toi me libérer de mon passé. Je dois partir pour revenir pour t'aimer. Ce n'est rien que nos revoirs, et tu ne dois pas pleurer. Tu es la seule à savoir, je n'étais pas libre de moi, je ne t'avais rien caché. Je dois partir, je vais pour toi me libérer de mon passé. Je dois partir pour revenir et pour t'aimer. Ce n'est rien que nos revoirs, mais ce n'est pas un adieu. À l'instant de mon départ, promets-moi, il n'y aura pas de larmes dans tes yeux. Ce n'est rien que nos revoirs, et tu le sais, je reviendrai
ce n'est rien que nos rêves. entre toi, entre lui. Si je ne réponds pas, je sais, tu partiras. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. Lui, la tendresse, lui, la douceur et l'insouciance. Et toi, la force. Oui, toi qui sais ce que tu veux. Et moi, encore vous deux, je pouvais être heureuse. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. Je voudrais te le dire, mais tu ne le comprendrais pas. Que
crois encore que seul un homme a tous les droits et qu'une femme n'a qu'un seul Dieu ou qu'un seul roi. Pourquoi as-tu si peur de voir changer les choses? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de toi. Mais ça ne se dit pas. Je voudrais te le dire, mais non, tu ne m'écoutes pas. Et tu choisis de croire que je ne t'aime pas. Mais j'ai besoin de toi et j'ai besoin de lui. Si tu ne comprends pas, alors tant pis, suis-moi. Bonjour, es-tu marié? Quelquefois, Dis-moi, es-tu heureuse? oui, quelquefois, mais quelquefois j'ai un besoin irrésistible de fuir de chez moi. Oh, n'as-tu jamais ressenti cela? Oui, quelquefois. Quelquefois, quelquefois, on a envie d'oublier sa vie, de croire que tout n'est pas fini, d'essayer de rêver comme avant. Quelquefois, quelquefois, on a envie seulement d'être heureux, de croire qu'on peut être amoureux, d'essayer d'être un autre un instant. Tu es marié, tu ne l'aimes pas. Quelquefois, Mais tu la trompes. oui, quelquefois, quelquefois, j'ai un besoin irrésistible de chercher l'ailleurs. Oh, n'as-tu jamais ressenti cela? Oui, quelquefois, 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 on a envie d'oublier sa vie, de croire que tout n'est pas fini, d'essayer de rêver comme avant. Quelquefois, quelquefois, on a envie seulement d'être heureux, de croire qu'on peut être amoureux, d'essayer d'être un autre un instant. Tout est tellement confus en moi que je n'arrive pas à t'expliquer. Oh, n'as-tu jamais ressenti cela? oui, quelquefois, 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 il arrive qu'on en ait assez, qu'on veuille tout abandonner, s'enfuir et tout laisser derrière soi. Quelquefois, mais nous deux, non, nous n'avons pas le droit. Il ne faudra plus se revoir. Adieu, je penserai à toi. Quelle